20 heures. Merci de choisir Prestige TV pour vous informer. Au sommaire de ce journal, au lycée Malick Sy de Thiès, les professeurs dénoncent des fuites répétitives de certaines épreuves. Les détails dans cette édition. Une trentaine de journalistes ont été formés sur la sécurité alimentaire. Nous suivrons les explications du professeur Amadou Diop pour accueillir les habitants debout contre l'usine de farine et d'huile de poisson. Mormeng, président du collectif Tahaou Kayar, sera dans cette édition. Et enfin, la page internationale sera l'affaire de Woressar qui va boucler cette édition. Tout de suite, le développement. Amis téléspectateurs, nous commençons cette édition au lycée Malick Sy de Thiès. Les professeurs du lycée Malick Sy de Thiès ont dénoncé des fuites répétitives de certaines épreuves. Ils pointent du doigt les autorités académiques de Thiès de ne pas être à la hauteur d'organiser des examens ou compositions. Mamadou Souaré, professeur au lycée Malick Sy, est au micro de Moussa Mbaye. Aujourd'hui, nous voulons faire part d'une situation qui gangrène l'Académie de Thiès depuis aujourd'hui plus de 7 ans. Nous vous informons, la communauté régionale, mais également la communauté nationale de manière générale, pour vous dire que depuis 7 ans, il n'y a pas une évaluation sérieuse organisée par l'Académie de Thiès ici, que ce soit pour les compositions du premier semestre ou bien pour les compositions du second semestre. Nous sommes confrontés à des problèmes de fuite de nos épreuves, ce qu'on appelle des épreuves standardisées. Toute évaluation qui a été organisée au préalable, on constate que les élèves, nos élèves, ont déjà les épreuves. Nous avons alerté à 2 reprises, ou bien à plusieurs reprises, nous avons alerté les autorités académiques pour que des solutions soient trouvées à ce problème qui gangrène le système. Mais malheureusement, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est un entêtement de l'autorité académique à vouloir continuer à administrer des épreuves qui, chaque jour, se retrouvent dans la rue avec les élèves. La situation aujourd'hui nous dépasse, nous professeurs du lycée Malick Sy, parce que des preuves ont été rassemblées dans presque tous les établissements de Thiès, que ce soit au lycée Malick Sy, que ce soit au lycée Fayou, que ce soit au lycée Lance, Amady Ndak Seck, dans les SEM, des preuves avérées, de fuites lors des évaluations, c'est-à-dire lors des compositions du premier semestre et du second semestre. À 2 reprises, nous avons rencontré l'IA pour trouver une solution à ce problème-là. Mais malheureusement, nous avons l'impression qu'ils essaient d'étouffer les choses ici au niveau local. C'est la raison pour laquelle nous tenons aujourd'hui à informer le ministre de l'Éducation nationale, à informer également son Excellence le Président de la République, pour dire qu'alors il y a des problèmes sur lesquels il faut s'arrêter et les régler immédiatement. Parce qu'il y va de la qualité même de notre action, il y va de la qualité même de l'éducation. À l'heure où l'on parle de paquet, de la qualité dans l'enseignement, on ne peut pas tolérer que des épreuves se retrouvent dans la rue. Et que les autorités académiques font comme si de rien n'était. À chaque fois, nous avons interpellé et nous dit que des responsabilités seront situées. Et aujourd'hui, nous pouvons faire la comparaison avec ce qui s'est passé à Dakar. Au lycée Blaise Diagne et au lycée de la Fosse, nous avons noté qu'en une semaine, des fuites, n'est-ce pas, ont été notées, des enquêtes menées, des responsabilités situées, des gens arrêtés. Aujourd'hui, nous voulons... Restons toujours dans le secteur éducatif. Le baccalauréat technique a officiellement démarré ce lundi 16 juin 2025 au lycée François-Xavier Ndione de Thiès avec 192 candidats encadrés au jury 1109. L'ouverture a été marquée par une visite des autorités académiques et administratives. Malgré une légère baisse des effectifs, la forte présence des filles et les bonnes conditions d'organisation ont été saluées. Georges Faye, adjoint au gouverneur. Donc ce matin, nous sommes ici pour voir de près les conditions d'examen de l'examen du bac technique. Donc nous sommes ici au centre Monseigneur François-Xavier Ndione
Le jury, c'est le jury 1109 qui compose ici. C'est un jury unique avec un nombre assez important de candidats. Nous avons 192 candidats et ce qu'on peut constater, c'est que c'est la prédominance des filles. Cela nous fait énormément plaisir parce que ça montre que les filles empruntent vraiment les couloirs des séries techniques. Nous regrettons par contre le nombre de candidats qui est relativement faible. Il y a eu une baisse par rapport à l'année dernière. Cette année, nous sommes à, je pense qu'il y a 18 candidats de différence. Nous sommes à 192, alors que l'année dernière, nous étions à 200 candidats. Donc cela montre qu'il faut continuer la sensibilisation sur les formations techniques. Il y a un problème, mais l'administration sénégalaise, l'État en général, est en train de faire un travail de sensibilisation, un effort réel pour promouvoir les séries techniques et les séries scientifiques. Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre les séries littéraires, mais on ne peut pas se développer sans la science et la technique. C'est pour cela que nous encourageons vivement les parents à inscrire leurs enfants dans les séries techniques. Toutes les dispositions ont été prises pour la bonne tenue de ces examens. Donc on a pu faire le tour, on a pu voir ce qui a été fait et ce qui peut aider dans la bonne organisation. Les épreuves étaient là à temps, les examinateurs aussi sont venus, le président du jury, nous l'avons rencontré. En tout cas, toutes les personnes impliquées dans le processus, toutes ces personnes-là sont présentes et sont prêtes à faire correctement le travail. Célébré chaque année le 16 juin, plan international à célébrer la journée de l'enfant africain à Thiès. Cette journée vise à promouvoir les droits des enfants, notamment à l'éducation et à une vie digne. Le thème de cette année, planification et budgétisation des droits de l'enfant, progrès depuis 2010, met l'accent sur la nécessité de systèmes éducatifs résilients et inclusifs. Huguette Sassou-Honto, directrice des programmes de plan international, Adama Tal, présidente des enfants parrainés, pour plus de détails. Le thème de la journée de l'enfant africain cette année s'est focalisé sur la planification et la budgétisation des droits des enfants. C'est vraiment un moment pour nous de faire le bilan depuis la mise en place des différents chartes et surtout la charte africaine des droits et le bien-être des enfants. Nous voudrons juste préciser quand même que le parrainage est le socle de travail de plan de façon générale et plus précisément au niveau de Thiès. Nous avons un programme de parrainage qui couvre 4 départements dans la région. Donc nous avons des enfants que nous parrainons, qui ont des parrains et des marraines et qui les soutiennent de près et de loin, surtout en ce qui concerne leur éducation, en ce qui concerne leur santé et toutes les questions de protection et de droit. Donc nous avons des enfants de 0 à 18 ans, y compris des personnes vulnérables, des personnes sensibles, des handicapés, etc. Notre rôle, en fait, nous sommes au cœur du parrainage. Grâce au parrainage, nous avons acquis des formations sur le leadership, renforcement des capacités et prise de parole en public. L'impact, ça nous permet de communiquer avec n'importe qui, comme aujourd'hui, comme je le fais. Mais aussi, ça nous permet de découvrir de nouvelles choses, d'innover, de créer, de rêver, oser défendre nos droits civils et politiques. Après l'éducation, venons-en au secteur des médias. À Thiès, une trentaine de journalistes ont été formés sur la sécurité alimentaire lors d'un atelier qui a été organisé par le Codex Alimentaris, une organisation multisectorielle qui œuvre pour la sécurité sanitaire des aliments. L'objectif de cet atelier est d'outiller les journalistes en matière de communication pour savoir comment conscientiser les populations dans le domaine de l'alimentation, surtout les restaurations des rues. Les détails avec professeur Amadou Diop, président du comité national du Codex Alimentaris du Sénégal. C'est un projet en fait qui est financé par le Grand-Duché de Luxembourg, mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Ce projet vise 2 aspects. Accompagner les 3 pays que sont le Burkina Faso, le Mali et le Sénégal à renforcer les procédures de gestion des urgences en relation avec la sécurité sanitaire des aliments
et secondairement adresser la problématique de la qualité sanitaire des aliments vendus dans la rue. Et vous comprendrez aisément que dans cette perspective-là, on a besoin de toucher le maximum de populations parce que simplement, la qualité sanitaire des aliments dépend de plusieurs facteurs, mais également de plusieurs acteurs. Il y a certes des acteurs institutionnels qui sont chargés du contrôle, mais il y a les acteurs qui sont chargés de la production des aliments. Dernière partie prenante extrêmement importante, c'est les consommateurs. Pour toucher ces consommateurs-là, il est nécessaire de bien communiquer. Et vous comprendrez aisément que le levier principal ici que peuvent jouer les journalistes. C'est dans cette perspective-là qu'il a organisé cet atelier de renforcement pour échanger avec les journalistes sur les notions que nous, techniciens, nous maîtrisons le mieux, mais que nous peinons à communiquer. Toujours avec Viviane Diatta, secrétaire générale de l'Association des journalistes en santé, population et développement, se réjouit de cette formation qui, selon elle, leur permettra de renforcer leur capacité sur la sécurité alimentaire. Elle annonce aussi que cette activité va être décentralisée dans les autres régions pour que tous les journalistes puissent en bénéficier. Aujourd'hui, si nous sommes invités par la FAO pour cette formation, nous nous en réjouissons. Parce que, comme je l'ai dit, quand on a besoin, par exemple, des données sur la sécurité alimentaire, on n'a pas tout le temps des répondants. Mais aujourd'hui, nous avons ici tous les experts qui vont nous parler des défis sur la sécurité alimentaire. Et c'est quelque chose de bien parce que ça va permettre aux journalistes qui sont là, au terme de cet atelier, d'être renforcés sur les questions de sécurité sanitaire. Nous allons, durant les 3 jours, nous allons faire un plan de travail. Et dans ce plan de travail, chaque journaliste va donner son point de vue par rapport aux activités. Maintenant, il y aura également des activités qui seront prévues pour les autres journalistes qui sont dans les régions, comme vous le dites, et d'autres qui sont membres de l'association et qui n'ont pas pu être là parce que le nombre est restreint. Donc ces activités, ce plan de travail va permettre à presque tous les membres de l'association et aux autres journalistes qui sont dans les régions de pouvoir en bénéficier. Cap maintenant sur la zone des Niayes, plus précisément à Kayar, qui se mobilise toujours contre l'usine de farine et d'huile de poisson. Des habitants de la ville regroupés en collectif comptent poursuivre leurs actions en justice contre l'usine, l'accusant d'être responsable de la pollution de la mer et de la rareté et de la ressource halieutique. Morbeng, président du collectif And Tahaou Kayar. La situation avec Barna, depuis presque un an, Barna ne fonctionne pas. Mais tout le monde sait que c'est des procédures. Nous avions été partis avec lui à la justice. Il n'y a pas encore un arrêt définitif de cette usine. Et nous demandons l'arrêt définitif de l'usine. Parce que tant qu'il n'y a pas de document qui confirme que l'usine doit être délogée de cette localité, nous continuons à combattre. On ne demande même pas la fermeture, mais nous demandons la délocalisation. Parce que l'usine est implantée dans un site de lotissement. Depuis plus de 1124 parcelles à usage d'habitation. Et il y a même des personnes qui avaient construit leur maison là-bas et qui ne peuvent pas habiter avec l'usine. Depuis que l'usine a fermé, presque il y a beaucoup de riverains qui viennent maintenant s'installer là-bas. Donc nous dénonçons l'existence de cette usine et nous demandons que cette usine soit délocalisée parce qu'elle ne doit pas être là-bas. Nous félicitons l'État du Sénégal parce que nous avions vu que l'actuel ministre de la Pêche, toujours il nous parle de la durabilité de la ressource. On ne peut pas parler de durabilité de ressources et implanter des usines de farine de poisson. On ne peut pas protéger les ressources en implantant des usines de farine de poisson parce que ces usines de farine de poisson ciblent les espèces pélagiques. On ne peut pas parler de la durabilité de la ressource tant que ces usines sont là. Parce que ça augmente la pression sur la ressource, mais ça motive les pêcheurs même à capturer les juvéniles, les petits poissons. Parce que puisque l'usine prend tout, le pêcheur, s'il veut rentrer bredouille, il préfère pêcher les juvéniles et le vendre à l'usine. Donc nous demandons la fermeture de ces usines pour une simple et bonne raison de conserver la ressource halieutique.
La page internationale, nous y sommes, ce sera l'affaire de Warengon. Dans le sud-est de la République démocratique du Congo, le gouverneur Tanganyika affirme qu'une milice de la chefferie de Kansabala est prête à déposer les armes. Christian Kituyanga réfute ainsi un bilan de 318 personnes tuées ces derniers jours dans cette zone annoncée par le président de l'Assemblée nationale. Des villages ont été évacués après des affrontements entre la population et une milice locale. Selon Vital Kamerhe, le gouverneur de cette province, Christian Kituyanga, donne l'information qu'il estime toutefois que ces chiffres peuvent évoquer des crimes sur de nombreuses années. Actuellement, les autorités négocient avec les milices. Elles devraient incessamment déposer les armes, assure-t-il. Au moins 90 personnes sont mortes dans les inondations qui ont dévasté une partie de la province du Cap oriental en Afrique du Sud, selon un nouveau bilan fourni le 16 juin 2025 par les autorités, alors que les secours continuent de chercher d'autres victimes. Des milliers de personnes se sont retrouvées sans abri après que de violents vents et des pluies torrentielles ont frappé la région la plus pauvre du pays la semaine dernière, et il y a encore des disparus, prévient Ali Sablai, porte-parole de l'ONG Gift of the Giver. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui s'est rendu sur les lieux, a estimé que cette catastrophe était due au dérèglement climatique, soulignant que les flots ont parfois dépassé les 4 mètres de haut. La neige et les fortes pluies sont fréquentes pendant l'hiver en Afrique du Sud, mais le pays est aussi vulnérable aux fluctuations météorologiques et aux changements climatiques qui augmentent la fréquence de la sévérité des sécheresses, des inondations et des incendies, selon le Fonds vert pour le climat, un organisme de l'ONU. En Israël, a affirmé mardi avoir visé des sites militaires en Iran et tué un haut gradé lors de nouvelles frappes aériennes auxquelles Téhéran a riposté par des tirs de missiles au 5e jour de confrontation. Les gardiens de la révolution disent avoir frappé un centre de Mossad. Après une nouvelle nuit de frappes israéliennes, et l'Iran se sont de nouveau attaqués mardi, alors que les affrontements entre les deux pays ne montrent aucun signe d'apaisement. L'armée israélienne a annoncé avoir tué un haut commandant des gardiens de la révolution, Ali Shadmani, tandis que Téhéran dit avoir touché 2 centres de renseignement. C'est cette page internationale qui a mis fin à cette édition. Merci de rester fidèle au programme de Prestige TV. Bonne fin de soirée à toutes et à tous.